Bonjour tout le monde et bienvenue dans Thanascopie, le podcast qui analyse celles et ceux qu'ils préfèrent regarder plutôt que de comprendre. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Thanascopie. Aujourd'hui, on a comme invité Nocti Hayden. Salut. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va. On a fait l'épisode le pire jour possible parce qu'il y a des grèves et qu'il fait chaud aujourd'hui alors qu'on est fin septembre presque. Je suis trop contente d'être là. Moi aussi, merci pour l'invitation. Alors du coup, petit rappel, c'est le premier épisode qui va sortir avec une caméra, avec de l'image et tout. Je vais essayer de faire les choses au mieux, de cut au mieux et tout ça, mais soyez gentils avec nous. Et du coup, c'est le premier épisode qui sortira avec l'image aussi sur YouTube. Vous pourrez voir nos jolies petites têtes en direct en mode « Hello !» Donc du coup, nouvelle invitée, je vais te laisser te présenter. Alors moi c'est Nocti Hayden, du coup j'ai 29 ans. Je suis dans le milieu depuis 2022 à mon compte. Et avant ça j'ai commencé en étant en couple avec quelqu'un dont c'était le travail. C'était quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, et le fait d'être en relation avec quelqu'un c'était la bonne manière et le bon moment pour le faire, quoi. Voilà, et à la base j'ai un parcours de professionnel dans l'audiovisuel, donc tout ce qui est technique vidéo en gros. Donc c'est assez pratique pour ce métier. Ça explique beaucoup de choses parce que j'avais remarqué que la qualité de tes images elle était de ouf. Enfin, je trouvais qu'elle était vraiment belle et qu'il y avait vraiment une direction artistique, une DA, tu vois, qui ressortait beaucoup. Et du coup, ça explique pourquoi. Parce que t'as l'œil et les compétences techniques. Du coup, t'as commencé avec un ou une partenaire. C'est ça. Donc, comme tu disais, c'était un truc que tu voulais faire de base. C'est pas juste quelqu'un t'a dit « Oh, vas-y, est-ce que tu veux un tourner avec moi ?» Et t'as commencé. C'est vraiment genre un truc qui t'a attiré. Alors je pense que j'ai toujours été fasciné par tout ce qui est désir, sexualité, intimité. Même enfant, ado, quoi, ça me fascinait. Tout ce qui était cinéma, série, même musique. Je sentais qu'il y avait un espèce d'univers parallèle dans le sexe. Et en fait, j'ai été vierge jusqu'à mes 20 ans, en gros. Et je le vivais très très mal parce que quand tu es dans la case masculine, il y a quand même plus de pression, de performativité à être sexuel, sur le côté un peu prestigieux, quoi, de coucher avec... Un peu le trophée. Ouais, voilà, c'est ça. Donc forcément, il y avait plus de stigma pour moi. Et aussi, c'était très frustrant de ne pas pouvoir accéder à tout cet univers d'intimité qui me faisait rêver depuis longtemps. Vers 2016-2017, je commençais à suivre un peu des TDS, des modèles, etc. Je sentais que ça m'intriguait beaucoup. Globalement, c'était un peu ma période où je me découvrais sur ma queerness, parce que oui, je l'ai pas précisé dans la présentation, mais du coup, je suis une personne gender queer, donc c'est en gros un autre terme pour non-binarité, quoi. Il y a plein de choses que j'ai découvertes dans cette période, et voilà, et du coup, en relation à partir de 2019 avec quelqu'un dont c'était le taf, et on a commencé par des sextapes au téléphone sur des moments où on couchait ensemble. C'était des trucs de contenu qui s'incorporaient dans notre sexualité. Et ensuite, on a commencé à réfléchir à des films cadrés, avec de la lumière, une thématique visuelle, avec des tenues et tout. Où là, on a amené un truc un peu plus pro, quoi. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi actuellement je tourne justement aussi. Je filme des trucs, des moments réels, tu vois, où j'ai vraiment envie, où je dis oh bah tiens, c'est plutôt on a envie, bah tiens on va filmer. Du coup j'imagine que c'était plutôt ça au début aussi. Ouais. Et du coup je me demande parce que moi aussi je suis dans cette transition là de commencer à me dire ok là j'ai choisi quelqu'un pour tourner spécifiquement, tu vois, un acteur. Et je suis en train de me dire ok là j'ai envie quand même de plus réfléchir à travailler ce que je fais. Et je veux garder quand même ce côté spontané, donc c'est pas évident. Qu'est-ce qui a fait, toi, que t'as eu envie de faire cette transition ? Je trouve que c'est intéressant aussi. Maintenant que je suis dans le milieu, ça me suffit pas comme ligne d'arrivée, et j'ai toujours cette curiosité, cette fascination. Et du coup, je suis aussi des gens qui parlent de ce travail sur des aspects spécifiques, etc. Il y a pas mal d'actrices en indépendant ou quoi qui parlent de trucs très spécifiques, quoi. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et qui disait que c'était important en tant que TDS de garder son jardin secret et de garder certaines pratiques pour la vie perso. Et c'est vrai que quand on filmait Hôtel, etc.,
avec mon ex, je sentais qu'il y avait plein de moments d'intimité perso où je commençais à avoir le réflexe de ah là c'est cool, ça pourrait faire du bon contenu et tout. Et en fait, je me suis dit, mais je pense que c'est un piège, quoi. Et du coup, amener des films pro dans le côté juste, ok, demain on fait cette thématique qu'on a réfléchi, on va faire telle position, etc., d'avoir un petit peu un espèce de rituel et tout en mode d'emploi, et bah ça a amené la délimitation, quoi, en fait. Quand j'ai commencé solo, du coup, bah, c'était très différent parce que c'était la première fois que je tournais avec des gens que je connaissais pas. Du coup, il y avait vraiment un rapport totalement différent. Et ensuite, j'ai développé une confiance et une aisance qui, avec la base de règles et de respect, de communication, de cadre pro, permet des fois d'avoir du vrai plaisir et de rencontrer des gens avec qui il y a plus qu'une relation pro, tu vois. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un cadre qui est important et après, je trouve qu'il n'y a pas forcément de mauvaises manières à la base, parce qu'il y a des gens qui sont que avec des partenaires, qui ont besoin que de vrai, entre guillemets. Il y en a qui veulent que du pro. Le sexe, c'est quand ça rec et quand on arrête de rec et après c'est fini, tu vois. Enfin, en fait, pour moi, de base, il y a toujours une relation pro. Et ensuite, bah, on fait pas de ouais, et puis on n'est pas boulanger ou comptable, donc forcément, on a un taf lié à l'intime. Bah, des fois, oui, ça match bien et il y a quelque chose en plus et c'est une bonne surprise, quoi, tu vois. Mais il y a des gens qui sont très flirty, il y en a qui sont très compartimentés, tu vois. En fait, pour moi, tant que le contenu, il se passe bien, qu'on est dans le respect et tout, franchement, c'est cool, quoi. Il y a des personnes où il n'y avait pas une alchimie sexuelle de désir et où le contenu est ouf. Et il y en a où justement j'étais trop dans l'excitation et j'oubliais un petit peu le cadre et tout ça. Donc il y a des angles qui sont un peu laissés de côté. Donc il n'y a pas de règles qui rendent automatiquement bien ou pas bien, quoi. Je voulais te demander comment tu définissais toi ton contenu. Moi, quand je fais une interview, du coup, bah, nous en l'occurrence, on se connaît pas à la base, contrairement à Black Cat qui est dans le premier épisode. Donc, je passe au peigne fin le contenu. Vraiment. Donc, j'ai vraiment, comme je dis, je suis stalkeuse professionnelle, c'est un truc de ouf. Donc, je regarde tout vraiment le plus lent possible jusqu'à ce que vraiment ça me saoule. Et je regarde même, donc j'ai regardé tes vidéos, j'ai regardé tes collabs et tout aussi. Et voilà. Donc, du coup, ce que j'ai vu, effectivement, c'est qu'il y a un type de contenu qui ressort particulièrement. Il y a beaucoup de. Bah, dans ta description, tu mets en avant le fait qu'il y a de la douceur. Et ça se ressent qu'en fait, c'est pas un échange. J'ai l'impression que en fait, on a vraiment l'impression de voir un truc naturel, de voir un couple. Et c'est ce que je disais, vraiment, je trouve ça trop mignon de toujours avoir l'impression de voir des couples amoureux. Alors que, ben, en étant actrice, tu vois, tu peux pas. Des fois, tu fais semblant et tu le fais très bien, genre, c'est un truc de ouf, tu vois. Ah, mais déjà, merci, ça me fait plaisir. Alors, en fait, le côté douceur, moi, c'est pas un truc que j'ai conscientisé de base. C'est naturel. Bah oui, enfin, c'est pas moi qui vais le dire, tu vois, c'est juste quelque chose qu'on m'a donné dans ma vie intime d'abord, à des moments où je croyais à être ferme et tout ça, tu vois. Et genre, où ça m'était arrivé 2 fois, quoi, où j'avais l'impression de. C'était plus au début de ma vie sexuelle, où j'étais plus dans la performance. Et j'étais en mode, ok, là, je pense que j'ai été assez intense, ferme et tout. Je pense que la personne a kiffé et tout. Et où c'était 2 fois où t'avais 2 meufs qui m'ont dit, ah, c'est cool, c'était doux, ça me change. Et du coup, et en fait, ça m'a pas vexé ou quoi, mais je me suis dit, ah ouais, il y a un décalage entre comment je ressens les choses et je me perçois et comment, enfin, ce qui se passe vraiment en fait, quoi. Et même, c'est quelque chose qui est assez rapidement ressorti régulièrement sur des gens qui se connaissaient pas et qui me parlaient de mon contenu, qui avaient quelque chose de doux et que c'était pas forcément quelque chose que je calculais en fait, tu vois. Genre, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui rend beau, qu'est-ce qui est excitant, enfin, je recherchais plus une esthétique. Tout simplement sans avoir d'adjectif précis dans mon esthétique. Et bah, ça me fait grave plaisir qu'après, en plus du fait que tu trouves ça beau, il y a un côté d'alchimie presque romantique que tu ressens. Et parce que bah, c'est pas, genre comme je le dis, c'est pas conscient,
Mais le fait qu'une personne se sente à l'aise de travailler avec moi, passe un bon moment, euh, que ce soit juste purement du contenu ou qu'il y a, on va dire, un bonus de plaisir aussi, bah ça c'est quelque chose qui est vraiment pour le coup très conscient, que je mets en place le plus possible. Et tout ça, ça passe par beaucoup de préparation et de règles en fait. Il y a un autre truc aussi dont je voulais parler. On en avait parlé ensemble avant de préparer l'épisode. C'est que chez toi, on va jamais retrouver de contenu du genre. Bon, bah, je vais être. Là, c'est le moment où il y a plein de bips, d'accord? Il n'y a pas de genre I fuck my stepsister, il n'y a pas de je l'ai défoncé, il n'y a pas de je te frise pour te baiser, tu vois. Il y a pas du tout de trucs comme ça. Et on en avait parlé ensemble et on avait dit bah, qu'est-ce que t'as comme point de vue sur ce sujet. Moi, pour être honnête, perso, et c'est vrai que j'en parle hein, sur les réseaux, moi je donne mon avis, j'estime que j'ai le droit de l'avoir, même si c'est pas le même que les autres. Moi, c'est des choses qui me bloquent beaucoup, j'ai beaucoup de mal à voir ça, surtout en fait sur du porno mainstream, où n'importe qui peut avoir accès. Peut-être moins quand c'est du porno vraiment. Par exemple, tu payes le contenu d'une actrice, et d'une actrice, et tu sais que il y a tel type de contenu et que c'est ça que tu vas chercher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? Moi, de base, globalement, j'aime bien le mainstream. J'aime beaucoup plein de trucs, surtout américains. J'ai toujours été sur des tubes, etc. Et par contre, peut-être que c'est par chance, mais j'ai jamais été trop intéressé par les contenus un peu extrêmes ou qui avaient trop de force ou de violence, etc. Du coup, c'est pour ça que je pense que je suis biaisé et que j'ai du mal à comprendre des fois pourquoi il y a autant de reproches sur tout ce qui est mainstream et tout ça. Et après, ça fait un moment que j'ai... Enfin, c'est plus récent, je veux dire, que j'ai réfléchi et où je me dis, bah oui, en effet, de toute façon, il y a plein de pratiques qui sont quand même assez spécifiques, assez... qui sont des jeux de rôle, voire qui sont peut-être un peu niche, qui sont aujourd'hui montrés comme une base et une normalité, en fait. Et ça, j'avoue que je suis assez d'accord sur le fait que y a un problème, en fait, parce que on sait très bien qu'il y a des ados et des très jeunes qui regardent ça, ou des gens même qui sont adultes, mais qui n'ont pas les ressources et le recul nécessaires de comprendre que ça reste des pratiques de niche et qui sont extrêmes, quoi, en fait. En fait, j'aime bien cet exemple, mais s'il y avait le sexe n'existait pas dans l'humanité et que oui, déjà, clairement, déjà horrible, mais enfin, et que genre l'équivalent du porn, ce serait, je sais pas, les sports extrêmes, et que tout le monde regardait des vidéos de sauts dans le vide, de parachute, de saut à l'élastique, et que ce serait une normalité. Est-ce que tout le monde ferait du saut à l'élastique? Je pense qu'il y aura beaucoup d'accidents en fait, et que les gens se mettraient beaucoup en danger. Et je pense qu'on peut faire un parallèle sur ça, sur le fait que quand il y a une normalisation de beaucoup de choses qui demandent de la connaissance de soi, de son ou de sa partenaire, des discussions préalables pour mettre des choses en place, etc. Et qu'il n'y a aucune... Enfin, il y a aucun moment que c'est marqué que c'est des trucs aussi spécifiques et auxquels il faut faire gaffe, quoi. J'avais une idée, tu vois, par exemple, quand c'est sur genre Prime, par exemple, Prime Vidéo, ok? Ils te mettent des pubs, tu peux pas les passer. T'es obligé de les regarder. Pourquoi? Avant, un porno un peu spécifique. Avant, un porno où il y a un peu de violence, un peu de non-consentement, tu sais, genre du CNC, des machins comme ça. Ouais. Des contextes, justement des kinks très particuliers et tout. Ou pas même, enfin voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas marqué ou une nana qui apparaît comme ça à l'écran et qui dit attention, ce que vous regardez, c'est un contexte, ça doit être consenti, machin. Moi, je le fais dans mes vidéos sur WEF. Okay. Je le fais, je mets des petits panneaux au début, surtout quand je fais du SMBD, où je mets, voilà, attention, il y a tel contexte, mais c'est consenti. En l'occurrence, jusqu'à maintenant, quand je tourne du SMBD, c'est avec mon mec, donc on a un contexte, on se connaît très bien, je sais exactement au geste, sa gestuelle, si ça va ou pas, tu vois, enfin voilà. Et en plus, il sait très bien me l'exprimer, je le sais, tu vois. Mais je le mets parce que je veux que les gens prennent conscience que non, c'est pas, tu vois. Et je me dis, pourquoi on fait pas juste ça dans le porno, genre, c'est pas compliqué, tu vois, à mettre en place. Moi, je suis d'accord. Je pense que même, tu sais, une petite intro avec les acteurs, actrices, en mode « Hello, c'est nous, on a tourné cette scène. » Ouais.
Ben, je trouve que c'est une bonne idée en plus parce que bah, déjà ça humanise les gens qui font staff. Ça entre à ouais, un cadre en mode ça c'est nous et on fait cette scène et voilà. Je trouve que c'est une bonne idée de toute façon. Et je trouve que les restrictions et toutes les attaques politiques actuelles sont faites par des gens qui n'y connaissent absolument rien et qui n'ont pas d'intention d'améliorer les choses, que ce soit pour les gens qui font staff ou pour les gens qui sont influencés très jeunes ou adultes ou quoi par ce genre de contenu en fait. Du coup, c'est juste des restrictions très punitives qui encouragent au final bah, plein de sites beaucoup moins contrôlés à faire passer ouais, à faire passer plein de contenus bah, même volés ou quoi. Enfin, et du coup, avoir des règles et des restrictions, ça demande de bien les faire. Sinon, ça va faire l'effet inverse en fait. Bah oui, le but là actuellement des restrictions qu'on a, c'est le contrôle. C'est pas du tout la protection de qui que ce soit. Preuve est simple, hein, tu prends ton téléphone, tu marques porn, bah tu tombes sur du porn. Hein. Je vois pas trop du coup en quoi ça a empêché les choses. Comme tu dis, c'est des sites qui sont très inquiétants en plus. Dans tes vidéos, on trouve quand même, tu vois, des mélanges de... genre par exemple, il y avait une vidéo, je crois que c'était genre cutie slut. Et ça m'a trop fait rire, vraiment le oh, cutie slut, tu vois, genre waouh, trop bien. Je suis la première à dire que j'adore le mot salope et que je l'assume à fond, tu vois. Mais je trouvais ça juste super rigolo, tu vois, de... C'était quoi? C'était sur un tag ou un titre? C'était un titre, ou en tout cas sur OF, donc je pense en description, c'est vu que je crois que tu peux pas mettre de titre sur OF. Et il y avait, je sais pas, Sweet Moment with a Cutie Slut ou je sais pas quoi, tu vois. Et genre, je trouve ça ultra mignon comment toi tu gères cet équilibre-là, comment tu vois ces choses, ces valeurs pour toi, tu vois. J'ai un peu un contraste où bah, je suis globalement pervers, tu vois. Waouh. Et... Mais en fait, je pense que j'ai vraiment un cœur pur, des fois, un truc un peu innocent. Et genre juste, j'étais en mode, ouais, en fait, vraiment trop jolie cette vidéo, elle est trop jolie dessus. Et je voulais mettre un truc de... Voilà, juste trop joli, tu vois. J'ai l'impression, pardon, je te coupe, mais j'ai l'impression que quand tu utilises le terme slut, et c'est vraiment ce que j'utilise aussi, tu vois, c'est en fait c'est plutôt dans le sens regardez comment elle est trop belle dans sa sexualité, elle assume d'aimer ça, regardez comment c'est trop beau cette ouverture là, tu vois. Bah, moi, j'aime beaucoup ce terme parce que je l'utilise beaucoup, enfin, dans ma vie perso et tout, même pour des discussions, en fait, même en dehors du sexe. Et clairement, bah, t'as bien senti le truc parce que moi, c'est un terme que je trouve beau, en fait, et qui veut dire beaucoup de choses sur le fait que, même au-delà du moment sexuel, il y a un parcours qu'on a eu, les gens qui font des choses, de tout ce qui est un peu alternatif au niveau intimité, de nos travails à nous, de tous ces cercles-là en fait un peu étendus, où on a eu un parcours d'introspection, d'essai, d'exploration et d'un peu de lutte intérieure contre notre honte, ce sur quoi on culpabilise, etc., pour apprendre à s'accepter en fait. Et pour moi, le côté slut, ça veut dire un peu tout ça. Et le fait d'être en paix avec ça, et que ça implique forcément comment dire, une idéologie d'ouverture, bah, plein de genres, plein de sexualités, plein d'identités spécifiques qui font que on a nos règles un peu cheloues spécifiques et forcément les autres en ont aussi et que du coup bah, vu qu'on a envie d'être accepté on a envie d'accepter aussi les autres quoi en fait. Si jamais vous vous intéressez au terme salope, j'y pense parce que j'avais vu cette vidéo qui était géniale. C'est une vidéo de Camille Laurent, qui est humoriste, mais en fait elle fait des vidéos vraiment très très cool. Elle parle beaucoup aussi comme de féminité, de féminisme, et elle avait parlé du fait que, bah en fait de l'origine du mot salope, et qui était trop génial. Et la vidéo s'appelle J'aime être une salope ou un truc comme ça. J'avais adoré. Ça se trouve sur YouTube, incroyable. Ça a dû te démonétiser certainement. J'ai pas vu de contenu, enfin d'offres de contenu personnalisé. Est-ce que t'en fais? Je n'ai pas eu encore de commande Ok. mais j'aimerais en faire ouais, que ce soit pour des femmes ou des mecs quoi franchement dans les deux cas ça me ferait kiffer ouais. En fait, tu parles du fait beaucoup, dès ta bio, tu parles du fait de faire du contenu queer,
tu annonces tes pronoms et tout ça. Est-ce que tu penses que ce statut, du coup, de ne pas présenter comme une personne cis, peut t'aider dans ce travail, par exemple, à tout ce qui est avoir des collaborations, des choses comme ça? Est-ce qu'au contraire, tu peux penser que, par exemple, ça peut te desservir sur certains plans? Je crois pas avoir mentionné que je faisais du contenu queer. En fait, je mentionne que c'est mon identité, Oui. mais je revendique pas du tout de faire du contenu queer. Ah, mais c'est peut-être moi qui fais une erreur. Pas de souci. Parce que je fais du contenu assez normé en vrai. En fait, pour moi, je mets mes pronoms, etc. Mais les gens, ils regardent pas forcément les infos, même si c'est affiché partout. Du coup, ils voient vraiment du contenu hétéro classique. Et ça m'arrange en termes de ce qui fonctionne le mieux, en fait, tu vois. Pour ce qui est de l'avantage, moi, je pense que ce qui m'a surtout aidé, c'est qu'au début, j'étais affiché en tant que personne qui faisait du contenu avec quelqu'un qui était TDS. Et du coup, ça a été T'as le une... token d'immunité. Voilà. Disons que ça a été une base de confiance où quand j'ai créé mon Twitter, j'avais déjà des collègues qui me suivaient et voilà. Du coup, j'avais des connaissances des cercles culturels du milieu, tu sais, tout ce qui est festival, enfin du milieu, etc. Donc ça m'a servi clairement. Et peut-être que franchement, oui, c'est possible que des personnes me fassent plus confiance en sachant que je suis pas un mec cisgenre, c'est possible. Mais actuellement, je pense que franchement, ça se trouve, ça joue toujours, mais je pense que j'ai surtout pas mal de collabs et que du coup, il y a un bouche à oreille positif qui fait que ça m'avantage. Après, je suis dans une position un peu particulière où en même temps, je suis pas un mec et en même temps, des fois, il y a des collègues qui refusent des collabs parce qu'elles font pas de collab avec des hommes et tout. Et du coup, c'est un peu particulier et en même temps, je le comprends, tu vois. C'est toujours le phallus. Hein. Bah C'est oui, oui, terrible, oui. mais c'est ça le problème. Hein. Ouais, ouais, ouais. En même temps, c'est aussi des questions souvent de collègues qui sont en couple, tu vois. Oui. Et du coup, des collabs avec des femmes cisgenres sont ok. Et voilà, avec des personnes qui sont trop masculines, voilà quoi. Mais donc ça me gêne un petit peu, tu vois, en termes de ressenti perso sur ce que ça veut dire, mais en même temps, je comprends que c'est un peu spécial, un peu particulier, tu vois. Donc voilà. Ouais. C'est le même principe que les gens qui sont en couple, tu sais, genre en couple libre, genre en couple hétéro, en couple libre, mais la fille, elle a le droit d'aller qu'avec des filles. Et le problème, moi, je suis bi par exemple, et j'ai déjà eu ce cas de figure avec des relations, et j'étais en mode, alors je suis bi, déjà, et je regarde pas le sexe de la personne quand je suis attirée par quelqu'un, je m'en fous. Donc par exemple, si je sors avec une personne trans, qui se définit comme femme, mais qui a un pénis, c'est non. Enfin, je dis donc tu te rends bien compte que c'est stupide ton raisonnement, tu vois. Enfin, stupide. Non, on peut pas, c'est méchant de dire stupide parce qu'on est comme dans une société où voilà, on pense comme ça et même les personnes bien intentionnées. Tu fais beaucoup de collabs. Vraiment beaucoup, je trouve. C'était une des rares personnes que je peux faire autant de collabs. Chaque fois, je dis ah bah tiens, machine, ah bah tiens, truc. Et je dis ah bah ok. Toi, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui démarches les gens? Est-ce que les personnes elles viennent te voir pour dire salut, on fait une collab? De plus en plus, j'ai des personnes qui me proposent, du coup. Merci. Mais sinon, la plupart du temps, c'est moi qui démarche. Mais en gros, globalement, moi, ce que je propose, c'est la possibilité de travailler ensemble, mais avant tout d'en parler, sans que ça engage forcément à bosser ensemble, pour un peu se présenter la manière dont je travaille. Et du coup, moi, j'ai autant travaillé avec des gens qui avaient fait pas mal de collabs que des gens pour qui j'étais la première collab, quoi. Et je pense que j'ai assez de clarté sur comment j'explicite un peu tous mes fonctionnements pour être super accessible pour des gens qui n'ont pas d'expérience. Je fais un appel visio. Si la personne du coup a envie de collab pour parler tout ce qui est logistique, organisation, quelles pratiques on veut faire, quelles pratiques on veut pas faire. Et je note tout du coup. Ouais. Comme ça, après j'ai ma fiche personnage JDR du cul, tu vois. C'est trop drôle dit comme ça. Comme ça, Tu tires un dé de hasard et non. Non. Ça pourrait être une super vidéo. C'est vrai. C'est vrai. Donc j'insiste sur le côté flexible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup
plus difficile à faire quand on travaille à des productions. Parce que déjà, il y a une équipe qu'on paye pour la journée. Donc les gens attendent. Même si on était dans le meilleur des mondes et qu'il n'y avait pas de violence intime, qu'il n'y avait pas de misogynie et tout, le côté moyen de production développé pour des tournages demande à cocher un peu des trucs qui sont prévus, quoi. Et du coup, ça, je trouve qu'en termes de flexibilité du consentement, soit t'es fait pour, soit t'es pas fait pour, en fait, tu vois. Moi, je bosse pas avec des prods, du coup, j'avoue. Je sais pas si tu l'as déjà fait, du coup. Non. Non, rien. Du coup, je peux pas dire que je connais, que je sais comment c'est, mais j'en ai parlé avec des gens, effectivement, ça ajoute une pression qui est considérable, quoi. Déjà que c'est pas forcément... je sais pas, des fois, tu dois travailler, mais t'es pas dans le mood et c'est déjà compliqué, tu vois. Quelles sont, du coup, les limites de ce que tu veux pas faire, par exemple, tes limites dans ce domaine-là et tout En fait, j'ai une base assez classique, mais des fois, quand les personnes proposent sur des pratiques un peu spécifiques, je suis assez ouvert, globalement. Du coup, pour des trucs un peu plus SBDM, c'est ça SMBD, pardon. SBM, c'est encore autre chose. Du coup, ça m'est arrivé d'en faire, tu vois, parce que les personnes avaient envie de faire du contenu comme ça et tout. J'étais en mode let's go, on discute de comment ça se passe et voilà. Après, j'aime pas la douleur sur moi, donc en fait c'est intéressant parce que c'était une question que je m'étais posée vu que moi je suis Switch, donc j'aime autant avoir le contrôle que le laisser à quelqu'un d'autre. Mais je sais pas si je ferais du contenu en tant que personne qui se fait dominer, tu vois. Et pour plein de raisons, en fait, je pense que je serais beaucoup moins à l'aise de lâcher le contrôle sur du contenu que ensuite je diffuse, etc. Et voilà, déjà, c'est une grosse raison. Après, je pense que surtout, c'est une partie plus vulnérable et intime de moi, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de garder certaines pratiques pour le perso. Et je pense que si je devais le faire, ce serait pour une commande spécialisée, tu vois. Ou si y a une garantie que quelqu'un me l'achète, etc., avec des trucs spécifiques, là, je pourrais envisager, quoi. Va me faire réfléchir ce que tu dis de garder des trucs pour le perso. Je sais que là, c'est vraiment très récent, comme je te disais, ce changement de passer ok, on arrête de faire du contenu en couple et perso comme ça, et on fait du contenu, je fais du contenu à côté pour le travail. Je trouve ça intéressant, il faut que je réfléchisse à ce truc-là. Parce qu'en fait, je me dis, quand tu dis ça, que j'ai pas de pratique que je garde pour ça. Ouais. En fait, j'aime trop partager ça. J'adore qu'on me voit, j'adore montrer ce que je fais dans le sens parce que c'est beau, à mes yeux, tu vois. Ouais. Et il faut que je réfléchisse à ça. Après, ça peut faire partie de ta sexualité, le fait d'y mettre de l'exhibe et tout, tu vois. Mais moi, en fait, mon rapport perso, après, les gens, c'est à eux de voir chacune. Mais quand j'ai commencé à avoir des moments d'intimité perso et que j'avais la petite suggestion mentale de « Ah, ça serait beau », etc., et que j'étais plus dans le moment et que je pensais au contenu, et j'étais en mode « Non, là, ça... faut que j'apprenne à compartimenter, en fait. » Du coup, ça peut faire partie des choses que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer ? On en a beaucoup parlé avec Black Cat. C'est encore dans les prochains réels là, que je vais poster. C'est vraiment... quand tu commences, il y a plein de choses... Même si on te le dit. On te dit, hein, attention, c'est un cercle vicieux. Attention, il y a l'appât du gain. Attention, il y a plein de choses. Attention, une fois de plus, je dis pas que c'est que du négatif et que notre vie est terrible et machin. Parce que des fois on me dit ouais tu parles que du négatif. Ok non, c'est trop cool, j'adore le porno et j'aime trop vivre dans ce milieu-là. Mais il y a beaucoup de choses négatives et qui peuvent être dangereuses. Est-ce qu'il y a des choses que toi t'aurais aimé savoir avant ? Alors moi j'ai des enjeux différents que mes collègues qui sont dans la case féminine, parce que vous, je pense qu'il y a plus en effet des demandes de trucs personnalisés, spécifiques, qui font partie de tes limites, et en fait t'as, comme tu dis, là, pas du gain et tout, qui font que tu normalises le fait de pas forcément t'écouter. Moi, vu que je suis dans la case masculine, je suis pas sexualisé de la même manière, tu vois. Donc il n'y a pas les mêmes enjeux pour moi. Par contre, ce que j'aurais aimé savoir, et en vrai qui est un conseil valable pour tout le monde dans le milieu,
et peut-être plus les gens qui ont peu d'expérience, c'est qu'il n'y a personne qui est au-dessus de personne, en gros. Et en fait, euh, moi, je pense qu'au début, j'avais la conscience que j'étais dans une case masculine, du coup que j'avais quelque chose à prouver sur le fait qu'on pouvait me faire confiance, et où j'ai laissé passer des choses qui n'étaient pas forcément respectueuses, parce que je savais que j'étais un peu sur une sellette sur le fait que j'avais pas forcément de valeur en fait en termes de ce que je pouvais exprimer. T'as laissé passer des choses qu'on t'a faites ou ouais. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Ouais. Ok, ouais. Genre, t'as laissé des gens avoir des comportements irrespectueux, désagréables avec toi parce que tu t'es dit, faut pas que je Ouais. m'exprime trop, quoi. Ouais, c'est ça en gros, parce que en fait, ce qui est un peu piégeux, c'est que il y a une réalité du milieu. On va parler du milieu indépendant en tout cas qu'on a, où il y a souvent des mecs qui profitent en fait, tu vois, qui sont violents, qui jouent sur du flou, qui forcent, etc. Qui, dès qu'ils ont un peu un statut de notoriété, se permettent des choses qui sont illégales en fait, tout simplement, qui sont violentes, qui sont traumatisantes, que plein de collègues gardent à vie, etc. Donc en fait, c'est pas juste un truc d'égocentrisme, de me dire ah c'est pas juste, il y a une exigence, etc. Tu vois, moi c'est aussi un truc de responsabilité, de comment dire, en fait j'arrive dans un truc où je suis responsable du bien-être et de la sécurité des gens avec qui je travaille, tu vois. Donc moi c'est même un plaisir de d'apporter un cadre qui est respectueux, qui est pro, où il y a de l'écoute, etc. Parce que ça va peut-être être prétentieux ce que je vais dire, mais genre je sais que c'est quelque chose qui est pas répandu globalement, et je sais que du coup ça rehausse des standards que des collègues ont en travaillant avec moi, et où je me dis c'est cool, j'ai laissé une petite graine où en fait des collègues qui ont travaillé avec moi en fait se sont dit ah non en fait je sais que ça peut bien se passer comme ça, et là j'ai un doute et tout, donc en fait je vais pas laisser passer certains trucs, tu vois, et ça je me dis c'est gratifiant et ça me fait plaisir d'apporter ça à des collègues, donc j'ai pas envie de chouiner pour dire que c'est dur, etc., mais c'est sûr que en fait ouais, j'avais ce truc là au début où je voulais absolument prouver, et où j'étais en mode ouais je suis personne, faut vraiment que je montre et qu'on peut me faire confiance et que je suis respectueux, etc. Et je voulais tellement ouais voilà c'est ça, je me mettais trop de côté, et je pense que c'est pas quelque chose qui est exclusif à mon identité ou quoi. Je suis sûr qu'il y a plein de collègues meufs cis qui sont en mode je vais peut-être travailler avec telle personne, et qui sont très impressionnés, etc. Et franchement, vous avez genre 20 followers Twitter, vous n'êtes pas en dessous de quelqu'un qui en a 40 000 et tout. Et il n'y a personne qui a des exigences qui sont au-dessus de l'autre. Genre, je pense que c'est le truc le plus important que que j'aurais aimé entendre et que j'aimerais transmettre aux autres aussi. C'est que si vous êtes entre guillemets personne et qu'il y a un truc qui vous plaît pas, ça vous plaît pas et c'est tout quoi. Et il n'y a pas il y a pas à insister en gros quoi. C'est super marrant que tu dis ça. Il y a un moment où j'avais beaucoup plus de notoriété sur les réseaux. J'avais, tu sais, c'était il y a 2-3 ans, j'avais 110 000 abonnés sur TikTok. Et l'air de rien, maintenant c'est vachement plus dur à accéder. Enfin, tu vois, c'était déjà pas mal. Et j'ai remarqué, genre du coup, je faisais des collabs par exemple commerciales avec des marques de toys et des trucs comme ça. Et le comportement de certaines personnes a changé quand j'ai perdu mon compte. Genre, je vaux moins parce que j'ai plus ces abonnés-là. J'étais là, mais genre, je suis toujours la même personne, j'ai les mêmes avis, mon taf c'est le même. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Et pourtant, je parle même pas de tournage, tu vois, vraiment sexo, tu vois. Aujourd'hui, du coup, pour vivre de ce genre de métier, il faut être très présent sur les réseaux sociaux. C'est difficile parce que du coup, déjà, on a envie de faire du porno, on n'a pas envie d'être influenceur forcément. Euh, et en plus, ça veut dire qu'il faut entretenir quelque chose avec la communauté, il faut se créer une image de marque.
au-delà du doport, puisque bah, on peut pas montrer ça sur les réseaux, voilà. Comment toi, tu gères ça? J'ai regardé, tu produis quand même deux, trois petits trucs. Voilà, bon, t'es pas la personne la plus, genre, chaque jour en live et machin, mais comment tu... C'est quoi ton rapport avec tout ça? C'est compliqué. En fait, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Et comme tu dis, il y a un truc où on doit être extrêmement présent. Et en fait, moi, je pense que c'est quelque chose qui est pas réservé à notre milieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des métiers créatifs, auto-entrepreneurs, euh, qui se retrouvent à devoir être influenceurs en fait pour avoir une image de marque, pour avoir des clients, etc. Que ce soit des graphistes, des tatoueurs, enfin, plein. Ouais, clairement, clairement. Et en fait, enfin, c'est vraiment un truc de ouf comme époque de se dire que quel que soit le taf indépendant créatif que tu dois faire maintenant, en fait, non, c'est tu vas faire du community management, en fait. Et ça va être trois quarts de ton métier. Et en fait, je pense qu'en vrai, sans même parler de pistonnage et tout ça, et d'avoir des parents qui sont des gens influents et tout ça, je pense qu'il y a encore moyen de réseauter, etc., pour certains métiers et tout ça. Mais en fait, je trouve que ça devient de plus en plus dépendant de ça. Et je trouve que ça appauvrit beaucoup plein de professions, en fait. Parce que c'est du temps qu'on n'applique pas pour s'améliorer dans nos métiers. Pour être de meilleurs, je sais pas, n'importe quel métier, quoi. Pour améliorer toute la profession. Pour, je sais pas, revendiquer des meilleures conditions de travail pour plein de métiers différents. Que ce soit, je sais pas, du syndicalisme, de n'importe quelle lutte politique pour ça nous empêche de s'organiser en tant que milieu, enfin, et du coup ouais, moi c'est ça qui me dérange le plus, le fait que ce soit un peu de plus en plus incontournable en fait. Et ouais, du coup moi j'ai un peu l'impression que soit les gens ont une personne pour les aider, soit c'est des gens qui ont pas beaucoup de vie sociale, quoi. Et ça demande de plus en plus de temps qui n'est pas lié au TDS pour des gens qui sont de plus en plus exigeants et payent pas forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets dans le milieu qui sont en conclusion sur des méthodes de promo ou de communication de certaines collègues qui seraient des non-sujets si plein de gens payeraient leur contenu en fait, tu vois. En fait, il y aura pas besoin d'autant émettre de critiques sur des méthodes de communication ou quoi que ce soit. Et je dis pas qu'elles sont incriticables ou quoi, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets de tension qui reposent en fait sur la simple solution que s'il y avait plein de mecs qui payaient leur contenu, bah ce serait pas un sujet, quoi. Oui, c'est toujours une question de à quel point est-ce que ça doit être accessible le porno mainstream, à quel point est-ce qu'il faut mettre en avant le travail des indépendants et indépendantes. Je me pose toujours cette question de est-ce que ce serait pas génial qu'il y ait un TikTok plus 18 où on peut parler de tout, mais vraiment, enfin, genre, c'est destiné au plus 18 et du coup, bah, on peut faire de la promo pour notre taf. Moi, je cherche toujours des façons de parler de mon travail, mais en restant dans le tout public. Genre, tout le monde peut écouter ce que je dis, tu vois, c'est pas, c'est pas sexualisé en soi, tu vois. Voilà, j'essaie de faire la prévention. En fait, j'ai l'impression d'avoir ce poids de comme je suis sur les réseaux et que je parle de mon travail et que du coup, de un, je vais influencer des gens à faire mon travail parce que malheureusement, c'est ce qui arrive. Je dis malheureusement parce que c'est pas bien d'être influencé en se disant trop cool, je vois les côtés positifs, tu vois. Et de deux, oui, il y a des mineurs qui vont le voir, tu vois. Ouais. Genre quand les gens me disent ouais, tu peux mettre des réglages et tout, mais bien sûr, mais tu crois quoi moi quand j'étais mineur, je marquais que j'avais 18 ans sur les sites, tu vois, excuse-moi, mais ça sert à rien, Bah quoi. oui, oui. Donc je peux les mettre les réglages, c'est vrai, mais au final, est-ce que c'est pas plus rentable entre guillemets que du coup je mette vraiment en avant que je parle de ce métier vraiment dans sa Ouais. globalité, tu vois. Tu vois, donc bon, on va parler d'autres trucs, tu vois, il y a des préjugés qu'on entend tout le temps dans notre travail. Je t'ai pas demandé d'ailleurs si c'était ton unique travail ou si t'avais un vanny à côté. Actuellement, j'aimerais bien avoir des revenus plus stables et revenir au salariat.
Et ensuite, voir comment en termes d'énergie, je tiens le salariat, parce que j'ai déjà été salarié et tout ça, c'est pas inconnu ou nouveau pour moi, c'est juste que c'était une autre époque. Mais du coup, voilà, et moi j'aime, en fait, au-delà de ce taf, bah, j'aime les gens que j'y rencontre, j'aime le milieu, tu vois, en fait. Et pas seulement quand j'y travaille, j'aime les échanges, les rencontres et tout. Donc, bah, beaucoup d'incertitudes de mon futur moyen proche, on va dire. Mais voilà, donc ensuite je verrai, ça se trouve, j'aurai encore plus envie de travailler une fois que j'aurai le poids de la stabilité en moins, tu vois. Enfin, je saurais pas dire. T'as eu un parcours scolaire classique, t'as des diplômes, ce genre de trucs. T'as une formation peut-être pour un métier spécifique? Parcours scolaire, c'était de faire le strict minimum pour pas redoubler, de la quatrième jusqu'en terminale. J'ai fait une année de fac qui était un échec. Et ensuite, j'ai fait une formation cadreur. Parce que j'avais fait un bac L cinéma. Donc j'avais fait une spécificité. Donc c'était pas juste l'option facultative, c'était genre comme anglais renforcé, théâtre, voilà. Donc voilà. Et sans ça, j'aurais pas eu mon bac. Voilà. Pour la petite anecdote. Parce que... Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai fait ma formation cadreur de mes 18 à 20 ans en alternance. Et ensuite, bah, j'étais dans le salariat quoi, pendant plusieurs années. Et voilà, donc j'ai travaillé assez jeune sur un métier bah, assez privilégié quand même, clairement. Mais voilà, donc j'ai toujours eu un peu un décalage parce que quand à 18 ans, t'es en alternance et qu'à 20 ans, t'es dans le salariat et que les gens ils parlent de leurs devoirs et de leurs profs et de leur contrôle. En fait, je trouve qu'il y a un décalage qui n'est pas forcément lié à l'âge des fois, où t'en es dans ta vie, et où j'avais le même âge que les gens avec qui je traînais, mais je sentais que j'étais pas au même endroit dans ma vie. Et c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est pas forcément un jugement de valeur, quoi. Et voilà, donc ouais, globalement, j'ai jamais arrêté l'audiovisuel, même en dehors de nos milieux, de notre taf, quoi. J'ai toujours continué les projets un peu clips, audiovisuels, enfin projets par-ci par-là, parce que bah, j'ai des amis qui en font. Ouais, voilà. Et voilà, donc j'aimerais beaucoup reprendre aussi des projets docu-fiction, etc. quoi. Et voilà, globalement, petite araignée. Hop. Alors, je pense qu'avant j'avais des envies de projets qui étaient audiovisuels, et quand j'ai commencé le porno, c'était un autre monde. Et c'est vrai qu'au début, j'avais très peur de commencer le porno en me montrant quand on a commencé à faire les trucs plus cadrés, etc. Mais avec mon ex, parce que j'étais encore pote avec mes anciens collègues. Et j'avais très peur d'être retrouvé, etc. De faire face à un... Ouais, voilà, c'est ça. Euh, et voilà, globalement, donc... alors qu'aujourd'hui, les projets dans le futur que j'envisage, qui sont pas du porno, euh, bah, j'ai l'impression que c'est un peu un croisement des deux, où je veux parler de trucs intimes, etc. Y parler de sexualité. On reste des gens passionnés, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On a pas envie de parler ça tout le temps. C'est ça. Mais j'aime bien ce parcours-là parce que je pense qu'avant, j'avais trop un truc de Bruce Wayne et Batman, tu vois, un peu de double vie. Et où maintenant, genre... Je peux faire un montage avec si tu veux. Je peux faire une voix grave comme ça. Ah, oh, nickel. Bon, j'ai pas le capital de thunes de Batman, mais je suis pas milliardaire. Mais... En fait, ouais, genre, ça fait beaucoup de sens dans ma vie d'avoir eu un truc très cinéma, télé, audiovisuel. Ensuite, faire un truc très underground, alternatif, sur lequel j'ai assez honte au début et tout. Et maintenant de vouloir y mêler les deux parce que bah, c'est juste les deux facettes de ma vie et tout, quoi. Trop bien, en fait. On a toujours parlé dans tous les préjugés qu'on a et tout, on a toujours ce truc de... La question de ces classiques, c'est et ta famille, elle a réagi comment? Alors du coup, dis-nous, ta famille, elle a réagi comment? Ma mère, elle l'a pas bien pris. Elle a eu une réaction qui m'a trop saoulé. Où
Et c'est vraiment, genre, c'était tellement dramatique. En mode, oh, mais je me demande où j'ai échoué. En mode, genre, elle a pleuré et tout. Et en fait, j'étais très content de ma réaction parce que de base, je suis extrêmement dans le people pleasing, etc. Et tout. Et, euh, et en fait, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me fais là en fait? Genre, en fait, je sentais que c'était tellement pas sincère en fait comme réaction et que c'était tellement bullshit en fait, genre, et que c'était pas, elle mentait pas en fait dans ça, mais c'était. Plus la réaction qu'on attendait en fait d'une mère, peut-être dans le côté très les gens un peu fermés et Ouais, ouais, personne. mais en fait, c'était. En fait, il y avait un rapport à l'échec et au regard des autres que je trouvais tellement. En fait, c'était typical des gens qui sont toujours à s'interdire tout Mm. et à toujours contrôler énormément d'aspects de leur vie par honte et conscience constante du regard des autres et qui en fait et qui voient ça comme un affront ou un échec dès qu'on sort de ce qu'on attend d'une personne normale quoi en fait. Et en fait j'ai trouvé ça inintéressant comme réaction de sa part et ça m'a saoulé. Et après depuis ça va beaucoup mieux et elle est assez chill. Peut-être juste le choc. Ouais, mais il y a rien de choquant en fait. D'accord. En fait, et surtout que, avant ça, bah, j'avais quand même fait des coming out de personnes bi, de personnes genderqueer, Ça, c'est etc. encore autre chose que de faire du porno. Ouais, mais pour moi, je le voyais de la même chose parce que c'était toujours dans le rapport à ce qui était socialement acceptable ou non, tu vois. Et, euh, et sur le fait que, ouais, il y avait une acceptation. Et en fait, genre après, j'étais en mode vas-y, pédagogie, et j'étais en mode mais globalement, c'est quoi qui t'inquiète? Et après, c'était plein d'arguments du type bah, des mauvaises fréquentations, des mauvaises expériences. C'est Des... terrible personne dans le porno, franchement. Et genre, en fait, je lui dis, mais en fait, c'était déjà le cas dans mon taf salarié, en fait. Genre, j'ai déjà eu des mauvaises expériences où j'ai eu des cas de harcèlement sexuel dans mon travail salarié, tu vois. Et en fait, j'étais vraiment en mode, quelle est la différence avec le salarié, en fait, dans tes angoisses? Et je ne veux pas dire que c'est un travail normal, qu'il n'y a rien d'exceptionnel et que c'est anodin comme travail, parce que je trouve que ça ne l'est pas. En fait, tant qu'on est actuellement dans un conditionnement où l'intime est quelque chose de particulier, spécifique, un travail qui est lié à l'intime ne peut pas être anodin, tu vois. Et c'est juste la réalité, tu vois, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas un travail comme un autre, mais souvent les arguments pour critiquer ou pour, de projection d'angoisse sont des choses qui sont totalement applicables à plein d'autres situations, tu vois. Et en fait, c'est un peu le seul taf où tu vas un peu psychologiser et pathologiser la raison, comme si c'était pas logique et c'était inenvisageable de faire ce taf. Ouais, juste en mode c'est mon choix et voilà, tu vois. Et en fait, bien évidemment qu'il y a des parcours où les traumatismes et les choix de staff sont liés, mais en fait, genre, pour moi, il y a plein d'autres travails qui sont pas questionnés dans leur côté un peu étrange. Genre, je suis désolé, quand tu fais chirurgien, que tu vas découper des gens sur ta base quotidienne, c'est un travail de psychopathe quand même, tu vois. Et pourtant, bah, c'est juste que leur cerveau est fait pour ça, tu vois. Juste, ils sont OK avec ça. Et on va pas dire, ouais, mais du coup, ils ont eu des traumatismes, et c'est pour ça qu'ils font chirurgien. Et voilà, et en fait, il n'y a même pas besoin d'autant mettre une pression où, limite, tu dois justifier pourquoi tu fais staff. Et en fait, si on détecte un truc que tu aurais vécu, ah bah c'est forcément pour ça, et du coup ça invalide totalement ton choix de faire ce travail-là. Et c'est jamais reproché à plein d'autres travails de la société, quoi. Et en fait, bah juste, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en paix avec l'idée que un être humain c'est étrange en fait, que c'est bizarre
et qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Et c'est pas pour dire que rien ne compte et on doit rien réfléchir et rien critiquer. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont angoissantes chez les autres et qui ne sont pas forcément à éliminer ou à enlever de la société, en fait. La question, est-ce que t'es en couple? Est-ce que tu vois ton couple comme quelque chose... par exemple, est-ce que t'es plutôt genre couple libre? Est-ce que c'est un lien avec ton travail? Pas du tout. Enfin, comment tu vois ça? Alors actuellement, je suis pas en couple. Après, bah, j'ai des relations genre sex friend. Mais du coup, bah, j'ai eu 2 relations depuis que j'ai commencé à faire du contenu en tout. À chaque fois que c'était des relations ouvertes sexuellement, du coup, bon, pas polyamoureuses. Voilà, où du coup, bah, je voyais d'autres personnes, genre plan cul ou sex friend. Et aussi, bah, je faisais mes tournages en parallèle, quoi. Donc voilà, et je pense que bah, j'ai envie de continuer comme ça, en tout cas, clairement. Et voilà. Et ça a pas de lien avec le fait que tu fasses du porno, c'est ta façon de voir les relations en fait. J'étais déjà en couple libre avant de faire du porno, ouais. Et ouais, c'est quelque chose qui me correspond, et voilà, tout simplement. Pendant que je te stalkais, j'ai remarqué que du coup il y avait plein de photos qui étaient hyper belles. Donc on est d'accord que ça, tu m'as dit que c'est toi qui fais tout. C'est super beau, t'as jamais eu l'idée de aussi bosser avec des photographes, tu en vois pas l'intérêt du coup? Bah, si je devais bosser en photo, ce serait en tant que photographe. En gros, de 2017 à peu près 2020, je faisais beaucoup de photos en tant que modèle. C'était avant que je fasse du porno, donc j'étais plus habillé du coup. Mais du coup, j'avais ce truc, ouais, de moi me mettre en image et de raconter des histoires en gros. Donc franchement, ouais, j'ai fait pas mal de projets très divers, très simples, très ambitieux aussi. Genre je pense que mon plus ambitieux c'était quand j'avais fait, il faudrait que je retrouve, je crois que c'est Ivan Alice, c'était une photographe du nord, quoi, de la France, et qu'on avait été sur les plages de Dunkerque, euh, et que j'étais en cosmonaute, Waouh. et que en plus par chance, donc c'était en plein hiver, je crois que c'était en janvier, donc il faisait vraiment genre -3, et en plus par chance, pour l'esthétique, il avait neigé le matin. Du coup, il y avait des plages enneigées, enfin c'était incroyable. Bref, mais du coup, tout ça pour dire que ouais, j'ai déjà fait de la photo en tant que modèle, et du coup, c'était moi qui réfléchissais les tenues, le décor et tout. Donc un peu de la direction artistique, quoi. Et du coup, bah oui, je pense que les photos que j'ai, c'est des screens, des vidéos, tout simplement. Et c'est ça, ça rejoint en fait ma manière de travailler parce qu'à chaque position, donc chaque ouais, position, j'ai pas d'autres mots, je fais un plan différent. Ce qui fait que déjà, tu as un rythme quand tu regardes la vidéo et chaque position est mise en valeur de la meilleure des manières. Et voilà, en fait, et du coup, ça fait que bah, quand je screen des moments, bah, comme tu dis, c'est photographique, voilà. Si toi ça te plaît aussi de te filmer toi, est-ce que ça te plairait pas aussi de filmer des pornos que tu trouves beaux? Ouais, carrément. Bah ouais, clairement, ça m'intéresserait. Moi, j'avais déjà postulé chez une boîte de prod française. Euh, donc clairement, après, ça m'arrive de le faire pour une domina aussi. Donc ouais, de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, elle m'envoie un message et je filme son contenu du coup. Et voilà, donc ouais, clairement, ça ferait sens et j'aimerais bien, ouais. Ça me fait penser que je parlais avec. Bah, je parle beaucoup, tu sais, moi je parle beaucoup avec mes clients, je passe vraiment des heures par jour sur mes réseaux. À partir du moment où je suis chez moi, j'ai toujours mon ordi posé à côté et mes pages ouvertes. Et il y en a beaucoup avec qui je discute de ça, où je leur demande est-ce que vous avez envie de voir du contenu plus filmé de façon pro, tu vois, avec des meilleures qualités, avec machin, ou est-ce que finalement j'ai l'impression que quand même, quand je fais une photo, enfin quand je fais une vidéo avec mon téléphone en format selfie, bah ça marche aussi bien, tu vois. Et en fait, oui, hein, clairement, hein. Il y a les deux. Il y en a qui disent ah j'adore ton contenu parce que t'essayes de mettre bien les choses, voilà, et d'être naturel et machin. Mais en vrai, une vidéo bien kinky prise sur le moment avec téléphone,
ça marche aussi, tu vois. Donc, il y a les deux. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression qu'en France, les gens aiment plus le rendu spontané téléphone. C'est vrai Euh, que c'est un peu français ce truc, ouais. ouais, qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus diversifié en termes de clientèle. Il y en a qui préfèrent l'amateur, il y en a qui préfèrent le pro, et voilà quoi. Mais en France, c'est un truc que j'ai souvent entendu de ah, vraiment, je me suis pris la tête pour faire cette lingerie, cette esthétique et tout, et ça s'est pas bien vendu. Et l'autre jour, j'ai fait un set au téléphone, j'étais en retard, j'ai pris 20 minutes, ça s'est grave bien vendu, je comprends pas et tout, tu vois. Et moi, j'aime bien les deux, globalement. Mais je pense qu'il y a un truc d'avoir l'impression de briser une barrière entre la personne qui regarde et la personne qui poste. De ah ouais, je suis vraiment dans sa vie là. On va passer à un autre sujet, Mhm. la politique. Ok. Taxer les riches. Voilà, ça sera ma participation à ce podcast. Est-ce que tu politises ton contenu finalement? En fait, bah, comme je te dis, je pense que peut-être ça transparaît sur certains aspects, tu vois, sur le. Mais après, enfin, j'ai pas envie de me revendiquer, pas parce que ça me gêne de me revendiquer, euh, mais parce que bah je ne travaille pas assez. À... Bah oui, en fait, enfin, genre c'est pas parce que je fais un truc un peu différent et que je donne le minimum de respect à mes collègues quand je travaille avec elles que mon contenu il est engagé, tu vois. Enfin, c'est pas par gêne et parce que être militant ce serait un terme sale, mais au contraire parce que c'est quelque chose que je trouve important, que je n'ai pas la prétention de dire que je fais ça. Euh, et que surtout, bah moi j'essaye de le faire plus dans mes interactions avec des collègues ou comme, bah, tu sais, comme je le faisais tout à l'heure en conseil, quand je sens que c'est des gens qui sont dans leur première collab et tout ça, j'essaie de donner un maximum d'infos, etc. Donc, enfin, de relayer, j'essaie de beaucoup me renseigner. Et, et voilà, après, bah, dans mes projets perso créatifs, j'aimerais faire des choses, mais qui prennent plus de temps sur des projets documentaires, fiction, etc. Et en fait, j'essaye de pas être pick me, c'est-à-dire en mode ah, il faut parler de trucs politiques, mais il faut pas le faire trop radicalement, etc. Tu vois, j'essaie de pas tomber là-dedans. Mais moi, j'aime bien les trucs qui sont accessibles, un peu classiques et un peu cheval de Troie, tu vois. Où, genre, en fait, tu introduis les gens à quelque chose qui paraît très accessible, séduisant et tout, dans le côté, pas que dans le côté désir, mais dans le fait de faire des blagues, etc. C'est quoi comme type de clientèle que tu penses, enfin que tu penses avoir, parce que des fois on sait pas trop, mais quel type de clientèle vient sur tes contenus payants? Alors moi, c'est un petit peu plus difficile à jauger parce que comme je suis dans la case masculine, les clients vont pas forcément chercher à interagir avec moi au-delà du fait d'acheter mon contenu. Mais je pense que comme tout le monde, ça doit être un peu toute la société, quoi. Tu crois? Ouais. Ok. Moi, j'ai pas l'impression que c'est toute la société, clairement. Ok. C'est pour ça que je trouve ça étonnant comme Dans réponse. quel sens? Moi, déjà, c'est vraiment 99,99999% d'hommes, hein. Ah Vraiment. oui, oui, dans ce 6. sens-là, oui, Voilà. oui. Ok. Oui, au-delà de ça, la question était au-delà de ça, quel type de personne c'est? Moi, j'ai clairement des petits nerds un peu geeks. Enfin, tu vois, clairement, j'ai clairement une tranche d'âge aussi qui se démarque beaucoup. J'ai clairement un type de personnalité. Bon, moi, je joue énormément sur le côté domina dans mon contenu. Donc, forcément, j'ai beaucoup, beaucoup de soumis, tu vois. Donc, voilà, mais après, oui, voilà, c'était surtout ça. Mais après, tu peux aussi avoir contenu. En plus, je pense quand tu fais beaucoup de collabs, je pense que tu as beaucoup la communauté des gens à qui tu collabs qui viennent. Et donc, forcément, chacun a sa petite commu. Et... Sur les réseaux, on trouve des vidéos. En gros, c'est de la com un peu cachée, parce que voilà, you know. Qui font du contenu à caractère avec des références sexuelles. Est-ce que toi, tu as une limite avec ça, sur le fait que ce soit quand même sur des réseaux sociaux qui sont publics? Comment tu vois ça? Est-ce que toi, tu penses que c'est ok de poster ça? Ou est-ce que tu penses que ok, mais il y a une limite? Est-ce que tu penses que bah vas-y, on n'a pas le choix en fait, tu vois, donc au bout d'un Ouais. moment.
Bah, je suis un peu d'accord avec la dernière option. En fait, moi, ça m'énerve que l'intégralité de la santé mentale et de l'exposition à des choses explicites que les enfants reçoivent, soit sur le dos des TDS, tu vois. En fait, ça m'énerve parce que c'est déplacer le problème, en fait. Et voilà, globalement. Moi, j'avoue que j'étais super jeune sur des contenus bah, sexuels pour adultes, etc. Je veux pas dire il n'y a pas de conséquences, parce qu'il y en a sûrement. Bah, en vrai, genre juste tout simplement, oui, pour répondre, bah, les gens font leurs produits, leur marketing. C'est pas autant une critique qui est appliquée à des influenceuses qui font des stories chirurgie esthétique tous les 3 mois, tu vois ce que je veux dire. Donc, d'un coup, c'est le sexe, et des enfants pourraient voir ça. Mais par contre, des séries interdites aux moins de 12 ans où des gens meurent, se font assassiner, égorger, y a aucun souci. Tu peux regarder ça à 12 ans, quoi. Et genre, et c'est pas pour dire qu'il faut tout autoriser, etc. Mais qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures qui est réservé à tout ce qui est contenu pour adultes, qui fait que c'est de mauvaise foi et ça m'énerve. Et en fait, bah, c'est un peu là, quoi, en fait. Au bout d'un moment, les, les, les femmes se sexualisent, font des traînes où elles se sexualisent, bah, parce que c'est pour vendre quelque chose. C'est pour participer ouais, à de la communication, etc. Et ensuite, voilà. En ce moment, je regarde un podcast, enfin j'écoute un podcast qui s'appelle Sexe Oral, qui est un podcast québécois, du moins canadien, mais québécois, aussi québécois parce que c'est en français. Euh, et qui est très intéressant, où j'ai regardé un épisode où il y a un monsieur qui expliquait l'histoire, tu vois, de la sexualité, mais vraiment dans la profondeur de l'histoire, tu vois, vraiment qu'est-ce qui s'est passé comme vraiment événement qui a fait que ça a changé quelque chose. Et il parlait de ça, il parlait du fait qu'en fait, tout dépend toujours du patriarcat, tu vois. Je sais pas comment ça s'appelle, la fenêtre de... J'ai oublié ce mot. D'Overton. Voilà, c'est ça. Aussi qu'on a, tu vois, de la tolérance de qu'est-ce qui nous paraît ok ou non d'être exposé change en fonction de la politique, en fonction des mœurs, tout simplement. Et là, actuellement, c'est en train de se refermer. On dit, oula, attends, oula, non, ça, c'est pas ok. Il y a des trucs, il y a quelques années, on était en mode complètement ok de montrer ça et de parler de ça. Je sais pas, je suis désolée, moi je suis née en 97, tu regardes dans les clips des années 2000, c'était très sexualisé ce qu'on voyait, tu vois. Je ne regarde plus les clips, donc je ne sais pas trop si ça l'est toujours, mais... Ouais, Et j'étais là, genre, en vrai, il y avait des trucs que je trouvais plus crades, enfin, crades, tu sais, dans le côté vraiment, vraiment pas du tout délicat. montré, quoi. Ouais, voilà, c'est, Ouais. c'est cru, voilà, Mais plus que crade. même, je me souviens, t'avais une pub Ushuaïa, tu voyais des seins à la télé. Genre l'après-midi, entre des dessins animés, tu voyais des seins. T'avais une pub pour un yaourt, t'avais une femme à poil. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression que, en fait, enfin, en fait, je serais plus d'accord sur le fait de remettre ça en question, sur le fait que la femme est objectifiée pour vendre un produit. Donc ça, je trouve ça pertinent de l'interdire pour ça. Mais c'est pas... des gosses voient ça, sont pas choqués, quoi. Même Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais les enfants sont choqués quand on leur dit que c'est choquant, hein. Oui, voilà, Un enfant, tu lui montres une femme nue et tu lui dis, je sais pas, par exemple une peinture de femme nue chez toi, Oui, voilà. et tu lui dis c'est normal, Oui, il y a voilà. pas de souci, hein. Et puis, bon, après, c'est sûr que c'est différent si tu vas sur Twitter et que tu as 13 ans et que tu vois du gigaporn, tu vois. C'est des choses différentes, mais j'ai l'impression Qu'est-ce que tu fous à 13 ans sur Twitter ? Oui, mais j'ai l'impression il y a un truc de puritanisme avec l'argument des gosses qui est brandi, alors que c'est pas forcément des gens qui s'intéressent à la condition des enfants de manière générale. Et le fait qu'il y ait une restriction sur tout ce qui est de nos sites, de nos travails sous le gouvernement actuel, alors que c'est un gouvernement qui a eu des scandales sur Betaram, sur Stanislas et tout ça. En même temps, on est pointé du doigt comme responsable d'une dérive et d'un danger, mais en même temps, il y a tellement un mépris pour des gens qui feraient notre travail que en fait, c'est qu'une façade
pour s'attaquer à la fin de l'anonymisation sur Internet, tu vois. C'est vraiment, en fait, c'est tellement putophobe qu'on n'est même pas le personnage principal de ce pourquoi il s'attaque à notre métier. Ah oui, il y avait un truc que je m'étais mis en post-it dans ma tête sur le fait, genre petite anecdote, il y avait un mec américain du coup qui fait du contenu pour adultes, qui avait été au musée de la pornographie à New York. Et il avait... musée de la pornographie, non? Ouais, prochain voyage. Trop bien. Et il avait vu un truc qui était incroyable et qui m'a trop marqué quand il l'a raconté. C'est qu'en fait, depuis le début de la création du porno, t'as toutes les morphologies, tous les corpulences, ouais. Bref, t'as tous les profils différents de corps, de pilosité, vergeture, etc. Et le seul truc qui n'a jamais changé physiquement depuis le début du porno, c'est les grosses bites. Et je trouve ça trop intéressant, genre. Ouais, c'est vrai, C'est marrant parce que du coup, il y a eu des trends de corps sur les femmes, sur quelle est la femme désirable de notre époque, etc. Tu vois. Et en fait, l'objet du pénis est toujours un truc gros et voilà quoi. Et je trouvais ça trop intéressant. Je me suis toujours demandé si dans le porno c'était pas surtout visuel en mode faut que ça se voit bien. Mais peut-être au début, tu vois, en mode ok, bon, c'est quand même plus pratique de faire. Genre c'est con, mais j'ai déjà eu des rapports avec des gens qui avaient pas effectivement des très grands pénis ou même bien en dessous de la moyenne. Effectivement, il y a certains trucs c'est plus compliqué à faire, tu vois. Donc dans le porno, il y a un côté technique. Ouais. Mais je pense que du coup, bah, ça a dérivé sur un pénis. Ouais. Bah, moi, j'ai pas trop de complexe sur la taille de ma bite. Et genre. Mais des fois, je suis en mode. Franchement, là, quelques centimètres en plus, juste pour qu'on voit bien l'angle, tu vois, sur l'écran de retour et tout. Mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est purement l'aspect technique, quoi. Et ben écoute, je pense qu'on a fini, du coup. Voilà, donc on a abordé vraiment plein de sujets et c'était trop cool. Et comme je disais, on pourrait trop faire des lives de 4 heures faciles à parler de ça. Il y a tellement de choses à aborder, c'est vraiment trop chouette. En tout cas, merci beaucoup parce qu'on a pu aborder les sujets qui m'intéressaient le plus. Bah, merci à toi Ouais. pour l'invitation, c'était un plaisir en tout cas. Ouais, cool. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout, du coup, si vous en êtes là. Ça nous fait très plaisir aussi. C'est compliqué de parler de ce genre de sujet sur les réseaux sociaux. Je ne cherche même pas la monétisation, mais même pour la visibilité et tout ça. Donc si vous voulez bien, le classique, attention, je joue à la youtubeuse, mais likez, partagez, mettez des commentaires. Dites-nous si vous avez des questions. Je sais pas si toi tu veux interagir avec les questions aussi peut-être dans les commentaires. Ouais, pourquoi pas, Ça peut se faire. Voilà, si vous avez envie bien sûr de suivre Nocti Aiden sur les réseaux sociaux, je vais tout mettre dans la bio. Et puis, bah écoutez, j'ai très hâte de vous recevoir pour le troisième ou la troisième invitée de Thanascopie. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci aux abonnés, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des épisodes. Salut! Et en fait non. En fait non, parce que du coup, on se retrouve pour le côté Not Safe for Work de Thanascopie, parce que oui, il n'y en avait pas au premier épisode, mais il y en a dans le deuxième. Donc bonjour aux abonnés, hello, bonjour aux abonnés de Nocti.